Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weekly Bitcoin. Comme chaque semaine, je suis accompagné d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien et toi? Eh ben ça va super, écoute, tout comme notre Bitcoin qui se porte plutôt bien, qui a retouché les 79 000 dollars cette semaine. Michael Saylor a dit que l'hiver était terminé pour le Bitcoin. Est-ce qu'on s'approche d'un vrai rebond ou est-ce qu'il va y avoir encore une petite correction supplémentaire à l'horizon? Est-ce que tu peux nous faire un tour du Bitcoin? Oui, il y a deux manières de voir les choses. Soit on attend que le prochain all-time high soit plus haut que celui qu'on a connu l'année dernière, soit on considère que les plus bas ont déjà été atteints. On ne pourra jamais savoir jusqu'au moment où on dépasse les 125, 127 000 dollars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un sentiment de marché de plus en plus croissant vers le fait qu'on avait touché les plus bas du Bitcoin autour de 60 000 dollars. Il est possible toujours que ça soit pas le cas, etc. Ceci étant, tous les acteurs importants du marché se positionnent pour ce cycle aussi anticipé et de fait. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt des investisseurs de toutes parts pour, à minima, voir à quel moment et dans quelle mesure ils vont se réallouer. Donc, voilà, le Bitcoin est encore en hausse de 5% sur cette dernière semaine. Et de manière générale, on voit une tendance, même court terme, très positive en termes de volume, en termes de participation des investisseurs, et aussi une reprise forte sur les Bitcoin Treasury Companies, avec des utilités qui dépassent celles du Bitcoin. Donc, ça laisse entrevoir que, avec en plus toute l'activité de stratégie qui vient encore une fois d'accumuler maintenant 30 000 bitcoins d'un coup, on voit que la structure du marché est en train de changer fondamentalement et que les investisseurs dans le monde entier ont compris que ces Bitcoin Treasury Companies étaient là pour rester et que en plus elles avaient des instruments qui leur permettaient d'accumuler à une échelle qui n'était pas anticipée avant 4 ans. Et donc, en fait, on est en train tout simplement de prendre de l'avance sur l'adoption de Bitcoin à l'échelle institutionnelle. Aujourd'hui encore, on vient de savoir que Amundi venait d'avoir le lancement aujourd'hui de son en bourse de son ETP Bitcoin. Les dominos tombent un à un et toutes les banques systémiques s'y mettent et veulent avoir une participation dans cet écosystème Bitcoin. Et donc, voilà, notre thèse se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire que le Bitcoin est en train d'être adopté à l'échelle dans les 10-20 prochaines années, à une vitesse qui va surprendre beaucoup et qui va notamment bénéficier à tous les acteurs qui seront positionnés en amont de cette vague. Alors, des acteurs historiques qui continuent d'accumuler pleinement, comme stratégie, comme Capital B, des nouveaux acteurs qui se placent, on en parlait, Morgan Stanley, Amundi en Europe. Donc en effet, on peut peut-être pas parler de bull run encore, puisque l'ATH, le all-time high est encore un peu loin, mais bon, en tout cas, voilà, le marché reprend des couleurs. Peut-être que voilà, le conflit au Moyen-Orient aussi commence à se tasser gentiment. Disons que la géopolitique qui mettait du doute sur les marchés et sur le Bitcoin se détend un petit peu. Donc en effet, on voit un bon rebond. Tu parlais d'autres acteurs stratégiques. Est-ce qu'il y a d'autres Bitcoin Treasury Company qui ont aussi accumulé? Est-ce qu'il y a des ou est-ce que c'est vraiment stratégie voilà, qui prend la tête de la course? Est-ce qu'il s'est passé des nouveautés au niveau des Bitcoin Treasury Company? La nouveauté, comme on le rappelle souvent, c'est vraiment l'importance de la rencontre historique entre une demande massive qui est d'avoir une volatilité faible avec un rendement à deux chiffres et un produit qui est celui du crédit digital qu'a émis Stratégie, STRC,
Et cette rencontre-là est positive à deux égards. Le premier, c'est que ça crée une demande structurelle d'achat sur le Bitcoin qui bénéficie à tous les détenteurs de Bitcoin sur le long cours. Et la deuxième, c'est que ça bénéficie grandement à toutes les autres sociétés détentrices de Bitcoin sur les marchés de capitaux qui souhaitent émettre un produit de ce type également. Et quand on voit le succès de ce produit, eh bien, ça accélère bien des discussions avec de nombreux partenaires institutionnels. D'autant plus que la deuxième société qui a eu son produit coté dans le domaine, dans le crédit digital, c'est Strive aux États-Unis avec le produit qui s'appelle SATA, S-A-T-A, et qui rencontre également du succès avec, encore une fois cette semaine, une atteinte du niveau de $100 à partir duquel la société est en mesure d'accumuler davantage de Bitcoin sur ce produit. Et donc, ça montre que des sociétés de taille plus petite que Strategy sont également en mesure d'avoir un lancement à grand succès de ce type de produit-là et de passer à l'échelle de manière relativement rapide en l'espace de quelques mois. Et donc, pour nous, par exemple, en Europe, eh bien, c'est quelque chose qui fait énormément avancer les choses. C'est pas pareil de parler d'un produit lorsque ce produit eh bien, a collecté des milliards et des milliards de dollars. En l'espace de moins d'un an, Strategy a levé 7-8 milliards de dollars avec ce produit STRC. Donc on rappelle la structure, hein, c'est aux États-Unis une action de préférence perpétuelle qui est structurée de manière à ce que la volatilité soit la plus faible possible autour d'une valeur de $100. Et lorsque la demande fait que le prix va légèrement au-dessus de $100, la société dispose d'un programme qu'on appelle ATM, At the Market en anglais, c'est-à-dire au marché, qui permet à la société en fait de vendre des actions supplémentaires au-dessus de ce prix-là et donc de lever du capital avec cette nouvelle demande. Et donc, dans les dernières semaines, le phénomène vraiment marquant, c'est que STRC, le produit phare de Strategy dans ce domaine, a pu collecter des milliards et des milliards de dollars liés à cette demande, avec une volatilité inférieure même à 1% dans les dernières semaines, ce qui est tout à fait remarquable pour un produit qui a plus de 10% de taux de dividende à l'année. Et donc, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs dans le monde entier qui se disent, tiens, il y a des sociétés qui n'ont pas encore lancé ce type de produit, qui ont tout ce potentiel devant eux, en plus de tous les autres instruments dont elles disposent, hein, en tant que société qui se développe sur les marchés de capitaux Bitcoin. Et il y a une opportunité tout à fait particulière, à la fois sur les actions de cette société et sur les produits de crédit digital que pourraient mettre ces sociétés dans le futur. Et donc, notamment pour les institutions financières, c'est un changement de paradigme fort, puisque cette fois-ci, ils comprennent ce qu'est une Bitcoin Treasury Company, parce qu'ils sont familiers avec ce qu'on appelle le crédit lombard. Le crédit lombard, dans le domaine financier traditionnel, c'est tout simplement mon client a 100 d'actifs, je lui prête 10 de monnaie, tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, Strategy fait exactement ça, mais à une échelle toute particulière et sans aucun risque de liquidation. En tout cas sur le très long terme, hein. Et à 50 milliards de dollars de Bitcoin sur le bilan, est capable d'emprunter en fait l'équivalent de 10 milliards de dollars sur ce type de produit, et à des obligations de dividendes de l'ordre de 1 milliard de dollars. Donc, en fait, pour être précis, pour chaque dollar de dividende à payer par Strategy par année, Strategy dispose de 2 dollars de cash sur son bilan et de 55 dollars de Bitcoin sur son bilan. Et donc, Strategy a littéralement, en fait, 70 ans de couverture de dividendes devant elle. Si Bitcoin baisse de 80%, elle a toujours plus de 10 ans de couverture. Et si le Bitcoin augmente de 80% dans la période, eh bien, elle a 100 ans de couverture. Et donc, c'est le produit, de type de produit qui est en fait le plus solide sur les marchés de type obligataire
Et en plus, c'est un nouveau phénomène, mais le fait que ces produits-là soient émis par des Bitcoin Treasury Companies fait que il y a aussi une plus grande accessibilité, une plus grande connaissance de ce type de produits qui historiquement sont plutôt réservés à des institutions et qui, dans le cas présent, en fait, sont investis par en fait 80% d'investisseurs particuliers. Donc ça change fondamentalement la structure du marché du point de vue de la demande et également ça donne un effet multiplicateur sur le potentiel de croissance des Bitcoin Treasury Company qui ont déjà lancé ce type de produit et sur les Bitcoin Treasury Company qui ont la capacité de lancer ce type de produit. Et bon, après, on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas non plus des milliers de sociétés qui ont compris tout ça. Et c'est une poignée de sociétés dans le monde, et Capital B en fait partie, et Capital B est bien déterminé à être le leader en Europe sur ce type d'instrument de crédit digital perpétuel. Et ben je vous le souhaite grandement et vous êtes bien parti pour. Alors, on va peut-être revenir sur le SATA de Strive, puisque eux, alors, ils ont activé leur ad de market, puisque leur action a atteint $100. Donc, en effet, l'avènement du digital credit, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. En effet, ça a l'air d'être voilà, le nouveau produit que tout le monde s'arrache, j'ai envie de dire, même si, en effet, comme tu le dis, on est appelons encore le Bitcoin une niche, puisque, en effet, peu de sociétés ont encore compris ça. Les institutions viennent sur le marché, donc ça commence à se faire. Strive voilà, était peut-être plus loin dans la course, mais vient se mettre à l'étrier. Et donc, Stratégie ont acheté encore 34 000 et quelques bitcoins et ont dépassé BlackRock. Ils deviennent le plus grand détenteur unique de bitcoin au monde. Et il y a même des prévisions qui disent qu'ils pourraient dépasser la supply, la réserve de bitcoin des wallets de Satoshi dès novembre 2026 s'ils gardent le rythme actuel. Donc c'est assez énorme comme nouvelle. C'est vrai que la stratégie est quand même assez agressive en termes d'achat de bitcoin, mais en même temps c'est réalisé avec une manière de procéder très intelligente et qui porte ses fruits aujourd'hui. Oui, c'est un événement historique. Il faut bien se rendre compte que l'ETF Bitcoin de BlackRock est le produit d'ETF qui a eu le plus de succès dans l'histoire de tous les ETF lancés au monde. C'est l'ETF qui a accumulé des milliards et des milliards de dollars pour l'accumulation de Bitcoin en l'espace de 2 mois. Et c'est vraiment historique qu'une société en fait, ait davantage d'actifs sur son bilan que l'ETF avec le plus de succès au monde dans l'histoire des ETF. Donc, stratégie à ce rythme est effectivement en pleine direction vers la détention de plus de 1 million de Bitcoin à horizon fin d'année, début d'année prochaine. Et c'est tout à fait significatif. Il faut bien se rendre compte que il n'est possible de le vendre de Bitcoin qu'une fois. Donc, quand Stratégie accumule tous ces Bitcoins et ne les vend pas, il faut bien se réaliser que, en fait, Stratégie est en train de réduire l'offre disponible sur le marché au fur et à mesure. Et en fait, il y a quand même 70% du Bitcoin qui n'a pas bougé depuis 1 an. Ça veut dire que en fait, il y a vraiment que 30% des bitcoins disponibles et que Stratégie est en train d'accumuler une part croissante de cette proportion de bitcoin relativement circulante et qu'elle est complètement indifférente au prix. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif et c'est une seule société et dans un marché qui est encore en consolidation après un marché baissier. Donc, on peut bien imaginer ce qui peut se passer dans un autre type d'échelle de marché haussier du Bitcoin, où il y a 3, 4, 5 grands émetteurs au niveau mondial dans chaque région, qui ont ce même objectif et qui
en fait, accumulent tous du Bitcoin de manière indifférente au prix à perpétuité et qui potentiellement, dans l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vont accumuler des dizaines de milliards de dollars par jour de Bitcoin. C'est vraiment du jamais vu et notamment pour un actif à la rareté totale, avec une demande qui augmente de telle manière, eh bien, il n'y a qu'une chose qui peut bouger, c'est le prix. Et quand on mêle à ça les campagnes publicitaires, vraiment, les campagnes publicitaires des grandes institutions financières pour donner accès au Bitcoin au plus grand nombre, eh bien, en ajoutant la demande corporate qu'on vient de mentionner, plus la demande des investisseurs particuliers en direct auprès de leur banque, ça fait un cocktail relativement explosif en termes de potentiel d'évolution du prix du Bitcoin. Il faut savoir que Charles Schwab est un des plus grands asset managers, institutions financières au monde, avec plus de 10 trillions de dollars d'actifs à travers sa clientèle. Et ils viennent de publier une vidéo promotionnelle sur la pertinence d'accumuler du Bitcoin et au même temps qu'ils ouvrent l'accès à l'ensemble de leur clientèle au Bitcoin. Et dans cette vidéo, ils recommandent une allocation de 2 à 7%. On avait mémoire d'allocation de 1 à 2%, maintenant c'est 2 à 7. Donc, qu'est-ce que ce sera dans 2 ans? Il est possible qu'on se passe de 7 à 15, par exemple. En fait, le Bitcoin devient un actif complètement incontournable dans n'importe quel portefeuille d'allocation d'actifs. Et même les investisseurs qui ne souhaitent pas investir directement dans le Bitcoin vont quand même être exposés au Bitcoin à travers les indices. Par exemple, quand on se dirige sur le site Euronext de Capital B, on se rend compte que Capital B est déjà inclus dans de nombreux indices d'allocation passive aux actions. On se rend compte que Stratégie un jour sera également à l'intérieur du S&P 500. Et qui détient du S&P 500? Eh bien, la quasi-totalité des investisseurs au niveau mondial qui souhaitent s'exposer à des actions américaines. Donc, cette adoption-là est vraiment en phase de croissance exponentielle. On atteint en ce moment une vitesse de libération avec l'ampleur des achats de Stratégie, mêlée à ça toutes les offres d'accès au Bitcoin pour les investisseurs particuliers, et mêlé à ça le fait que de nombreux investisseurs des cycles précédents ne souhaitent pas vendre leur Bitcoin. Et si on rajoute en plus le fait que de nombreuses institutions développent des offres de crédit autour des détentions de Bitcoin, puisque les détenteurs de Bitcoin ne veulent pas vendre leur Bitcoin, ces institutions-là développent des solutions de crédit lombard pour permettre à leurs clients de pouvoir emprunter contre leur Bitcoin et ne pas avoir à vendre leur Bitcoin pour augmenter leur position sur des positions longues, comme c'était fait traditionnellement sur les plateformes d'échange de Bitcoin. Et donc là, en fait, les clients de grandes banques, au lieu de devoir vendre du Bitcoin pour prendre un effet de levier, eh bien maintenant, ils peuvent emprunter contre leur Bitcoin pour acheter des Bitcoin Treasury Companies qui achètent du Bitcoin, pour acheter des ETF qui achètent du Bitcoin, ou pour acheter du Bitcoin directement. Et donc, il y a vraiment un mouvement qui est en train de s'enclencher qui semble présager qu'on va passer à une autre échelle dans les 2, 3, 4 prochaines années. Oui, ça paraît assez logique. Est-ce que c'est ce que beaucoup d'acteurs et d'investisseurs de Bitcoin historiques attendaient et prédisaient depuis longtemps? Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, le Bitcoin commence à s'inviter doucement dans tous les portefeuilles des investisseurs mondiaux par plusieurs moyens. Même ceux qui ne veulent pas être exposés directement pourront quand même profiter du protocole, de l'écosystème Bitcoin et de sa puissance. Et en plus, on le voit avec
stratégie qui, j'ai l'impression, réalise quand même un supply shock sur le Bitcoin avec des convictions qui ne sont plus à prouver et qui sont assez impressionnantes et ils arrivent à créer une, une trésorerie de Bitcoin impressionnante et la plus grande au monde, tout en y mêlant leurs convictions vraiment très long terme et même centenaires, comme tu le disais. Ils peuvent donner des dividendes pendant 100 ans, même si le Bitcoin baisse un peu. Et ça veut dire tout ça que, en effet, le prix risque de grimper grandement et au prochain bull run d'une manière peut-être auquel on ne s'attend pas et qu'on ne peut pas encore présager. Mais donc, en effet, voilà, le Bitcoin s'invite partout, dans tous les portefeuilles, dans le monde entier et est de plus en plus accessible. Et c'est plutôt bon signe. Oui, effectivement, ça progresse à une vitesse grand V et également les sociétés du secteur Bitcoin sont également en train de prendre de l'ampleur, c'est-à-dire que au fur et à mesure que Stratégie grandit, que les grandes plateformes d'échange américaines grandissent, que les fournisseurs de liquidités, les banques d'investissement autour de cet écosystème grandissent, eh bien, elles sont tout simplement en train de remplacer les institutions traditionnelles et elles ont vocation à devenir de plus en plus importantes dans l'écosystème financier traditionnel. Et ça ouvre encore plus de portes derrière parce que les institutions financières traditionnelles n'ont pas nécessairement envie d'être remplacées. Et donc, elles ont vocation à faire beaucoup plus de choses dans le domaine, à l'image de Amundi qui lance son ETP Bitcoin et qui, certes avec un petit peu de retard par rapport aux États-Unis, mais on peut quand même saluer le leadership européen d'Amundi de prendre cette initiative, de faire son propre ETP et de se lancer dans l'aventure Bitcoin. Et c'est quand même un signal gigantesque qui est envoyé à l'ensemble de l'industrie financière européenne. En effet, alors en effet, les institutions de la finance traditionnelle doivent se mettre au diapason. Elles y sont forcées un peu par leurs propres investisseurs, leurs propres clients. Et voilà, on espère que l'Europe va aussi rattraper ce petit retard qu'ils ont, même si on sait qu'il y a de très grands acteurs en Europe, autant dans les institutions financières que dans l'écosystème Bitcoin, comme Capital B. Donc on espère que l'Europe va aussi rentrer dans la course le plus rapidement possible, en tout cas au niveau du digital credit. Et ça promet aussi de belles choses, même en Europe. Alors revenons un peu du côté des USA, justement, puisque l'armée américaine s'est lancée pour ses tests de sécurité, à essayer d'utiliser un nœud Bitcoin pour voilà, faire des tests de cybersécurité avec l'armée américaine. Et l'Indo-PACOM, qui est le commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette utilisation d'un nœud Bitcoin qu'ils ont pu faire pour l'armée américaine? Oui, alors en fait, ça fait suite à un livre qui avait été publié il y a 2-3 ans par un membre de l'armée américaine qui s'appelle Jason Lowery. Donc, je vais l'épeler pour que les auditeurs puissent le rechercher. C'est Jason, Jason, et plus loin, Lowery, Lowery. Et ce membre de l'armée américaine avait eu des discussions absolument fascinantes sur le domaine du Bitcoin et de ses enjeux en matière de défense nationale, qui dépassent ce qu'on peut imaginer au premier abord. Il avait notamment eu des échanges de plusieurs heures avec Robert Breedlove, par exemple, dans un podcast, où il expliquait en fait les enjeux de sécurité nationale liés à la méthode de sécurisation du Bitcoin, qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, la sécurisation d'un actif ne dépend pas de la violence. Elle dépend de la puissance énergétique du réseau de minage de Bitcoin. Alors, c'est à nuancer par le fait que, in fine, les data centers sont aussi dans des États qui sont eux-mêmes sécurisés par leur armée. Donc, il faut quand même nuancer. Quand les États-Unis ont décidé
que une infrastructure était tout à fait stratégique et qu'il fallait en prendre possession de manière physique, eh bien, ils en sont capables. Ceci étant, c'était pas si simple que ça avec le Bitcoin, parce que d'un point de vue purement militaire, oui, il est possible de prendre possession d'un data center, mais il n'est pas nécessairement aussi simple de prendre possession des clés privées liées à ces bitcoins. Alors, pour les individus, on voit que de plus en plus, les investisseurs choisissent la voie d'un titre financier qui apporte quand même une sécurité, en tout cas dans 99% des cas, une sécurité qui peut être plus grande par rapport au fait de ne pas avoir cette responsabilité d'avoir ses propres clés privées. En même temps, ce qui compte, c'est la possibilité pour tout un chacun de le faire. Et à l'échelle d'un État, eh bien, quand on pense à la souveraineté d'un État, eh bien, c'est sa capacité à pouvoir détenir aussi son Bitcoin lui-même. Et donc, eh bien, pour pouvoir prendre possession de Bitcoin, en fait, c'est quasiment aussi puissant que la liberté de conscience, puisque c'est en fait une phrase mnémonique qui est utilisée pour la conservation de Bitcoin. Bon, pour des institutions, c'est un petit peu plus spécifique, ça s'appelle des HSM, etc. Mais tout ça pour dire que, en fait, le Bitcoin est sécurisé du point de vue de son réseau par un réseau énergétique mondial qui intéresse beaucoup les États-Unis parce qu'ils se rendent compte qu'il existe un moyen de protéger des registres d'informations et des réseaux transactionnels avec une puissance énergétique liée au proof of work. Et ils envisagent éventuellement que ce type de réseau-là et même la blockchain Bitcoin puisse être utilisé pour d'autres égards en termes de protection de certaines informations à travers la puissance et la décentralisation du réseau Bitcoin. Et donc, effectivement, il y a un général américain qui mentionnait récemment que le Bitcoin, dans un témoignage auprès du Congrès américain, que le Bitcoin constituait un outil stratégique de projection de puissance pour l'armée américaine. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez significatif, et en même temps, c'est aussi la résultante de ce que les bitcoiners savaient depuis un petit moment à travers ces interviews de Jason Lowery que je mentionnais tout à l'heure, où il décrit l'intégralité de sa thèse. Il a même écrit un livre qui s'appelle Soft War, voilà, sur en fait la guerre qui n'inclut pas la violence quasiment. Eh bien, ça c'est le Bitcoin. On a un actif ici qui, contrairement au pétrole, le pétrole qui lui est littéralement accompagné par l'armée américaine dans les détroits, eh bien là, le Bitcoin, il est aussi en quelque sorte accompagné par l'armée américaine, mais à travers la prise de conscience de l'armée américaine de l'ampleur stratégique du Bitcoin et de la nécessité souveraine de détenir des data centers et d'avoir sur son sol des data centers de minage de Bitcoin et de détenir aussi ces clés privées de Bitcoin en tant que gouvernement. Et donc voilà, on voit que en fait l'institutionnalisation du Bitcoin, on en parle beaucoup dans le domaine financier, mais en fait elle arrive aussi dans le domaine souverain et c'est très positif. Il y a déjà, comme on le mentionnait dans d'autres sessions, beaucoup d'États qui vont commencer à détenir du Bitcoin, comme le Salvador, comme les Émirats Arabes Unis, la Norvège, la Suisse, le Luxembourg, les États-Unis bien sûr, la Chine, la Russie, l'Iran. Voilà. Donc, en fait, comme on le mentionnait, c'est le seul actif, la seule chose au monde où tous ces États-là sont d'accord. Et donc, une bonne monnaie, c'est la monnaie que votre ennemi peut accepter. C'est une monnaie qui peut servir à tout instant. Et ça, c'est le Bitcoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne dépendant d'aucun organisme centralisé.
et en revanche nécessitant une prise de conscience des États de l'importance d'avoir du minage sur leur territoire pour s'assurer que leurs transactions puissent passer dans des blocs. Parce que, en fait, il est tout à fait possible dans un futur lointain, hein, c'est pas encore, mais enfin dans 20 ans, dans 30 ans, qu'un jour il y ait un État qui détienne à travers tous les mineurs de Bitcoin sur son territoire, si ça représentait 60% ou 70%, il serait en mesure de rendre plus difficile le passage de certaines transactions dans des blocs. Pas impossible, mais statistiquement un petit peu plus longue du fait de ce type d'infrastructure, et en tout cas permettrait quand même de s'assurer que les infrastructures stratégiques liées à cet actif décentralisé soient au maximum, en tout cas en partie, localisées dans leur pays. Et c'est pour ça que Donald Trump avait déjà parlé de l'importance pour les États-Unis d'être une puissance mondiale, une superpuissance mondiale du Bitcoin, du minage de Bitcoin. Et donc cette prise de parole d'un gouverneur montre que, en fait, suite à ces ambitions de Donald Trump, des conséquences arrivent avec l'armée américaine qui a ses propres nœuds, l'armée américaine qui détient du Bitcoin, potentiellement qui mine du Bitcoin, etc. Et qu'il considère comme un actif stratégique dans les relations internationales et les transactions transfrontalières. Et ce qui est assez fascinant et intéressant avec ce cas, qui n'est pas vraiment concret puisqu'on n'en est qu'à des phases de test, mais que là, en effet, ça va au-delà de l'aspect financier, de l'aspect monétaire du Bitcoin. C'est vraiment, on utilise le protocole Bitcoin comme il a été codé et updaté à travers les années, mais qui donne des utilisations impressionnantes et qui vont en effet au-delà du monétaire. Et c'est plutôt, c'est fascinant toutes les applications que le Bitcoin peut avoir, même là, voilà, en temps de guerre, comme tu le disais. C'est peut-être l'avenir, ce sera peut-être la soft war, et le seul but des nations sera de protéger son trésor de Bitcoin. Alors je pense que l'armée américaine, c'est vraiment les premiers à tester ce protocole de proof of work sur des applications militaires en tout cas. Mais est-ce que, parce qu'en effet on voit qu'aujourd'hui, voilà, les conflits armés sont toujours là, mais sont quand même de moins en moins présents. Comme vous le répétez souvent chez Capital B, contrairement à l'or qui doit être déplacé, tu le disais, le pétrole aussi qui doit être suivi, qui peut être bloqué facilement. Un blocage de blocs sur une blockchain, c'est quand même assez compliqué à réaliser, en tout cas aujourd'hui. Une question peut-être un peu fantaisiste, mais est-ce que... Alors, on est d'accord que le Bitcoin nécessite quand même une connexion Internet, en tout cas pour le passer par la blockchain. Est-ce que pourrait y avoir des applications du Bitcoin si on pense à des guerres voilà, qui seraient plus fortes et qui couperaient par exemple les États-Unis de connexion Internet? Est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser le Bitcoin de manière offline, de manière hors ligne? Alors, tout d'abord, il est très peu probable qu'il y ait une connexion Internet coupée pendant un temps long sur l'intégralité du monde qu'on a aujourd'hui. Alors, si c'est le cas, on aura peut-être d'autres problèmes, je pense. Donc, on touche du bois. Mais ceci étant, en fait, aujourd'hui, il y a des milliers de satellites qui sont dans le monde et qui distribuent Internet. Donc, de ce point de vue-là, même une coupure locale peut être compensée par des satellites. Il y a certaines sociétés qui ont même lancé des satellites elles-mêmes pour ce type de cas d'usage, de toujours avoir un nœud Bitcoin quelque part. Donc, la société Blockstream, par exemple. Toujours un peu surprenant, mais c'est le cas. Donc des satellites qui sont consacrés au Bitcoin, enfin qui sont consacrés à voilà, à la blockchain Bitcoin, pour avoir un nœud Bitcoin qui soit opéré grâce à l'internet d'un satellite. Et puis ensuite, de toute façon, même si les États-Unis n'ont plus d'énergie, d'électricité, d'internet, eh bien c'est là que la décentralisation du Bitcoin joue aussi son rôle, hein, avec en fait le minage de Bitcoin qui est distribué dans le monde entier aujourd'hui,
les États-Unis ont environ 40%, la Russie, la Chine et certainement d'autres États alliés à ces deux États ont également de l'ordre de 40% en total. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a un équilibre de décentralisation, que tous les États ont adapté cet actif en se rendant compte qu'il était apolitique et donc ils n'ont pas d'appréhension particulière par rapport à ça. Et des cas d'usage sans Internet existent aussi. Il y a notamment des paiements qui se font parfois par des réseaux radiophoniques avec des téléphones portables sans Internet. Bon, après, c'est un petit peu anecdotique aujourd'hui. En réalité, pour que tout ça fonctionne réellement, il faut quand même des connexions Internet. Maintenant, en fait, il suffit qu'il y ait un nœud quelque part dans la campagne qui ait toujours un accès à Internet d'une certaine manière, et la blockchain Bitcoin continue. Donc, c'est vraiment la puissance du réseau Bitcoin, c'est qu'elle ne dépend pas d'un État, de deux États, de trois États. Même s'il y a quelqu'un qui mine du Bitcoin et qui a un nœud Bitcoin au fin fond de la campagne argentine, par exemple, eh bien, il y aura toujours une copie du registre des transactions Bitcoin. Et compte tenu quand même de l'aspect ultra stratégique des connexions Internet pour l'ensemble des gouvernements du monde entier, qui eux-mêmes ont des nœuds Bitcoin et qui eux-mêmes minent du Bitcoin, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin perdure, même dans des cas parmi les plus rudes que l'on pourrait imaginer. Après, bon, voilà, j'ai pas envie de m'aventurer sur des scénarios cataclysmiques. Je pense que voilà, il faut quand même avoir un brin d'optimisme dans la vie. Donc voilà, mais même dans des cas extrêmement difficiles, le Bitcoin continue en fait, et il y a besoin littéralement de même un nœud pour que ça continue, une connexion Internet dans le monde entier pour que ça continue parmi les États, et les États ont comme impératif de maintenir des connexions. Donc voilà, très optimiste sur ce futur. Excellent. Et ben on voit aussi que c'est là voilà, toute la puissance du Bitcoin et de sa blockchain. Et en effet, évidemment, on ne souhaite qu'au Bitcoin d'apporter plus de paix dans le monde et pas une guerre du Bitcoin ni de data center à l'avenir. Du côté du Royaume-Uni, c'est Coinbase qui a développé son premier stablecoin en livres sterling qui s'appelle le TGBP. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle aussi retentissante que les autres? Oui, il y a deux grandes réussites depuis la création du Bitcoin il y a 17 ans. C'est vraiment le Bitcoin lui-même et les stablecoins en dollars. Et il y a également quelques stablecoins qui effectivement se développent un petit peu, c'est l'euro et là on voit maintenant la livre sterling. En fait, c'est une démonstration de plus que si Coinbase fait ça, c'est qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande pour des livres sterling tokenisés, c'est certainement parce que le système financier traditionnel n'est pas du tout efficace et qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont mises par certains régulateurs pour l'accès au Bitcoin ou certaines banques. Et donc, l'accès via du stablecoin permet dans la monnaie locale un accès fluidifié 24/7 à l'achat de Bitcoin et permet aussi pour beaucoup d'accéder à d'autres services autour de la finance des et permet aussi dans certains cas de fluidifier tout ce qui est trading, investissement et autres cas d'usage précollatéralisés, etc. Et donc, on voit que si Coinbase fait tous ses efforts pour la livre sterling, pour la clientèle UK, c'est vraiment qu'il y a une demande très forte qui se développe, à la fois aux États-Unis, en Europe, au UK, et une fois de plus que Coinbase est en train de devenir un acteur vraiment gigantesque de l'industrie
des actifs uniques à la fois sur la réserve de valeur avec la détention des ETF IBIT, donc de BlackRock, qui est le plus grand, et une partie également des bitcoins de stratégie. Et en plus de ça, un rôle qui s'amplifie sur la tokenisation des actifs financiers et cette vision aussi qu'ils ont de pouvoir avoir une place de marché d'actions tokenisées. Et dans ce cadre-là, eh bien, avoir un stablecoin en devise locale, eh bien, c'est quelque chose qui sera aussi stratégique dans ce cadre-là. Oui, puisque ça permet de ne pas avoir à convertir du coup ces actions on-chain ou ces crypto-actifs dans sa monnaie locale. Et donc, en effet, les stablecoins permettent ceci. Et donc, on voit bien, autant du côté du digital credit que de toute cette finance et ces bourses de marché qui se transposent petit à petit on-chain, que voilà, il y a de plus en plus d'initiatives, et même en Europe, en effet, et une demande de stablecoin. Alors, l'euro numérique, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Est-ce que déjà des exchanges ont proposé leurs services? Où est-ce qu'on en est des avancées de l'euro numérique? C'est le niveau 0. Il n'y a pas d'euro numérique. Bon, il y a quelques stablecoins euros, avec Société Générale Forge qui a lancé son propre stablecoin. Je pense que ça se développera, puisque de la demande pour des stablecoins qui facilitent tous ces cas d'usage, il y en aura toujours. À un moment donné, le régulateur va certainement rendre obligatoire l'utilisation de stablecoins euros plutôt que dollars sur certaines plateformes. En fait, il faut se rappeler que les devises d'État n'ont de valeur que parce que, en fait, elles sont édictées par l'État. Et donc, en fait, le développement des stablecoins euros sera certainement lié à de nouvelles régulations qui imposeront en fait d'utiliser le stablecoin euro, tout simplement. Donc bon, c'est pas très réjouissant, mais enfin, c'est certainement ce qui va se passer, puisque en l'absence de ces régulations, 99% du marché préfère avoir des dollars. Donc, quant à l'euro numérique, en fait, la Banque Centrale Européenne a plutôt pris l'approche de dire que le Bitcoin c'était mal et que il fallait construire de toutes pièces un euro numérique, au lieu de laisser le secteur privé choisir ce qui était pertinent d'un point de vue de la réserve de valeur et choisir ce qui était pertinent d'un point de vue du stablecoin. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues qui ont été mis, même pour les émetteurs de stablecoin, parce que le processus est beaucoup plus difficile en Europe de lancer un stablecoin qu'aux États-Unis. Donc, en tout cas, rendre accessible aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de stablecoin euro majeur dans les 2-3 prochaines années encore, et que ce soit toujours des stablecoins dollars qui s'imposent très fortement. Maintenant, des acteurs comme Coinbase peuvent justement contribuer à l'adoption de stablecoin euro. Ils en ont un avec Circle Euro, par exemple. Mais aujourd'hui, ça représente pas vraiment des montants tout à fait significatifs. Donc voilà, ça ne me semble pas non plus tout à fait stratégique en réalité. Ce qui compte en fait, c'est l'adoption du Bitcoin en Europe. Les stablecoins euros suivront l'adoption Bitcoin en fait, puisque c'est avec de l'adoption Bitcoin forte en Europe que eh bien des organismes tels que des plateformes d'échange voient de la demande par les utilisateurs d'emprunter des euros contre leur Bitcoin et d'emprunter ces euros contre leur Bitcoin en stablecoin peut-être. Donc, et en même temps, ils n'en ont pas forcément besoin parce qu'ils peuvent le faire en dollars. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait contre-intuitivement pousser plus fortement le développement des stablecoins euros, c'est que la Banque Centrale Européenne commence à être plutôt positive sur le Bitcoin, parce que si le Bitcoin se développe, alors les prêts collatéralisés Bitcoin se développeront. Et si les prêts collatéralisés Bitcoin se développent, alors peut-être que les stablecoins euros pourront avoir un cas d'usage. Pour acheter plus de Bitcoin. Donc voilà, je pense que en fait le vrai point stratégique pour l'euro, pour les régulateurs, c'est de faciliter l'accès au Bitcoin, parce que plus il y aura de Bitcoin sur le territoire européen, plus l'euro sera fort dans le futur. Alors
Pour la finance traditionnelle, ce que je raconte paraît totalement fantaisiste, puisqu'ils estiment que le Bitcoin est encore un très petit actif, etc. Mais en fait, j'ai une vision très long terme et je vois le Bitcoin déjà comme une classe d'actifs comparable à l'or, redéfinissant là ce que l'on entend par une réserve de valeur dans un marché financier et ce qu'on entend par une monnaie également. Donc, in fine, c'est aussi les instruments financiers émis aussi par les Bitcoin Treasury Companies tels que STRC et tels que les équivalents qui pourront venir dans chacune des différentes régions du monde, qui auront aussi un rôle à jouer dans ce type de domaine, avec STRC qui est déjà tokenisé, déjà ouvert dans les finances décentralisées à travers des tokens qui ressemblent en fait à des stablecoins avec un taux d'intérêt à 2 chiffres. C'est difficile de faire mieux en fait. Donc, enfin, en tout cas sur ce cas d'usage du stablecoin. Donc, je pense qu'un jour, il y aura aussi, comme le mentionne Stratégie souvent, il y aura aussi des banques qui vont arriver et qui vont prendre ce type d'instrument de crédit et le transformer en compte de dépôt terme avec un taux d'intérêt plus intéressant et que, in fine, ce compte de dépôt, il pourra peut-être être en euros, digital, stablecoin, etc. Donc voilà, je pense que en fait, les autorités ne s'en rendent pas encore compte. Mais le développement des stablecoins dollars, en fait, a suivi le développement du Bitcoin, parce que le plus gros émetteur de stablecoins, c'est Tether, et c'est une société de Bitcoin, en fait, avec une réserve de Bitcoin. Et de la même manière, en Europe, si développement des stablecoins euros il doit y avoir, ce sera à travers l'adoption du Bitcoin. D'accord, donc en effet, ce sera une question de demande, je pense, comme le digital credit, comme la mise au diapason des institutions. Tant que la demande sera pas assez forte, peut-être que ils n'y verront pas d'intérêt à développer ça, même si j'ai l'impression quand même qu'il y a, Ça va se développer. Il y a quelques ça grands prend noms du temps. qui poussent un peu. Bah oui, ça prend du temps. Et voilà, comme tu le dis, peut-être que le digital credit remplacera aussi l'utilisation, en tout cas, du stablecoin, puisque peu de volatilité, du rendement à 2 chiffres et des utilisations tout aussi fonctionnelles. Et ben, on espère en tout cas que ça se débloquera, même si voilà, l'adoption du Bitcoin principalement, et ça entraînera tout ça dans sa course. Alors, notre dernière news, c'est le Bitcoin à Las Vegas, le Bitcoin Las Vegas 2026 la semaine prochaine. Est-ce que tu vas t'y rendre déjà, Alexandre? Absolument. Donc, Capital B sera Bitcoin Las Vegas. On a de nombreuses interventions, notamment une avec Yves Chefati de Tobam, qui sera avec nous, et une avec Metaplanet et avec Nakamoto, qui sera également présent. Donc, ce sera vraiment encore une fois un événement important. Cette année, en plus, il y a un événement dédié pendant un jour avec des rencontres investisseurs et Bitcoin Treasury Companies. Donc, j'ai déjà des dizaines de rendez-vous bloqués pour lundi, mardi. Donc, c'est vraiment un événement qui s'institutionnalise également, avec à la base un événement qui vient des Bitcoin maximalistes de tous les jours, et maintenant beaucoup d'institutions financières qui se joignent et qui prennent des rendez-vous avec les Bitcoin maximalistes sur les marchés de capitaux. Et donc c'est vraiment un développement qui est agréable à voir. Il y a même 3 ans, 2 ans, c'était pas le cas. C'est la conférence la plus importante au monde dans le Bitcoin en termes de nombre, en termes de type d'institutions présentes. Et donc, on est content d'être inclus à part entière dans ce programme, y compris sur le main stage avec des acteurs comme Metaplanet et Nakamoto, ce qui est vraiment très bien pour la visibilité de la société au niveau international. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est quand on se rend dans ces événements, Capital B est connu, reconnu, et notre marche avance vers plus de Bitcoin au niveau mondial,
avec de nombreux acteurs institutionnels, internationaux, politiques, vraiment un agenda très très impressionnant. Donc bravo aux organisateurs et toutes les interventions seront disponibles en ligne, hein. Donc à la fois sur les réseaux de Bitcoin Magazine et puis on se tâchera de distribuer ça également sur les plateformes de Capital B. Eh ben, le rendez-vous est pris puisque ça promet pas mal de nouvelles et beaucoup de conférences très intéressantes. Et j'imagine que oui, pour le networking entre toutes ces Bitcoin Treasury Company du monde entier qui se retrouvent sur place, ça doit aussi donner place à pas mal de bonnes discussions. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de news, peut-être de nouveautés, que ce soit technologiques, de nouveautés institutionnelles, d'entreprises? Quel sera le maître mot de cette Bitcoin Las Vegas 2026? Alors, il y a certaines conférences dans le passé qui avaient des thématiques assez précises, hein, avec la dernière fois Donald Trump qui s'était rendu à la conférence, par exemple, en 2024 avant son élection. L'année dernière, le sujet des Bitcoin Treasury Companies était vraiment le gros sujet de la conférence. Cette année, c'est plutôt assez intéressant parce que c'est plutôt dans les coulisses que se font beaucoup de choses. Et il y a un Investor Day, il y a un Deal Day, il y a vraiment beaucoup d'événements comme ça de type institutionnel, un petit peu moins sous le feu des projecteurs, qui vont se passer. Donc c'est plutôt pour ce type de choses, à mon sens, qui fait la spécificité de cet événement cette année, avec de nombreux dîners institutionnels également. C'est vraiment l'institutionnalisation de l'écosystème. Et typiquement, il y a aussi souvent 2-3 annonces, soit d'institutions financières, soit d'entreprises qui ont fait quelque chose d'intéressant, d'innovant dans le domaine des marchés de capitaux Bitcoin. Et puis après, il y a des thématiques un petit peu plus propres au Bitcoin de manière générale, en fait, sur les enjeux de développement technologique, tout ce qui est autour de la cryptographie, des avancées technologiques autour de ça. Et donc, c'est toujours intéressant de suivre l'évolution au fur et à mesure. Donc voilà, Bitcoin, c'est vraiment un grand projet open source aussi, et chacun peut y contribuer. C'est ça qui est vraiment beau. Eh ben, en effet, je vois même voilà, des thèmes de conférences qui, comme on le disait tout à l'heure avec l'armée américaine, qui peuvent montrer plein d'autres manières d'utiliser le Bitcoin. Je vois réparer le système de santé grâce au Bitcoin. Donc je vais suivre ça de près et j'invite tous nos auditeurs à se rendre également sur le site de Bitcoin 2026 Las Vegas et de suivre la keynote de Capital B à ce moment-là. Et ben donc c'est le 27 et 29 avril, c'est ça, donc ça va arriver. Mais ce sera des panels hein, cette fois-ci pour Capital B, mais des très bons panels a priori. On va voir. Voilà. Et ben on va suivre ça de près. Et ben merci beaucoup Alexandre d'avoir fait le point sur toute l'actualité Bitcoin de cette semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Weekly Bitcoin. Merci à toi Rémi, à très vite et merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée.